Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter du chapitre sur l'évolution des populations et nous parlerons dans ce cours des forces évolutives, de la notion d'espèce et des mécanismes de spéciation, c'est-à-dire les mécanismes qui entrent en jeu lors de la formation ou l'apparition de nouvelles espèces. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par population ? Une population est un ensemble d'individus qui appartiennent à la même espèce, qui partagent un même territoire et cela pendant une même période. Donc une population, c'est à la fois une unité d'espèce, de lieu et de temps. Comment créer de la diversité génétique dans une population ? Considérons une population où tous les individus sont porteurs du même allèle, l'allèle blanc par exemple, qui est représenté ici par des ronds blancs. Un des mécanismes génétiques qui permet d'introduire de la diversité allélique dans cette population sont les mutations, qui feront par exemple apparaître un allèle bleu, ou alors des migrations d'individus qui vont arriver dans cette nouvelle population et qui apporteront de nouveaux allèles, par exemple ici les allèles rouges. Ces deux mécanismes, migration et mutation, ont apporté de la diversité génétique au sein de la population, de la diversité allélique, et cette diversité va être elle-même soumise à un filtre particulier, à deux filtres ou forces évolutives que sont la sélection naturelle et la dérive génétique. Suite à cela, la population n'a plus du tout la même structure allélique que la population initiale. On peut envisager par exemple que les individus porteurs de l'allèle rouge se soient plus reproduits que les individus porteurs de l'allèle blanc et donc que cet allèle se soit plus répandu dans la population, que sa fréquence est augmentée. Par contre, les individus porteurs de l'allèle bleu, eux, se sont moins reproduits. Peut-être que cet allèle était désavantageux ou tout simplement peut-être qu'il a disparu par hasard et donc l'allèle bleu a fini par disparaître de la population finale. La première force évolutive que nous allons aborder est la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est en réalité la sélection des individus qui sont aptes à survivre et à se reproduire. La sélection naturelle va agir sur des allèles qui confèrent soit un avantage, soit un désavantage aux individus qui les portent. La sélection naturelle agit sous l'action d'une pression de sélection. Il peut s'agir d'une capacité à échapper à un prédateur, par exemple la capacité de se camoufler dans l'environnement. Il peut s'agir d'un meilleur accès à la nourriture, d'un meilleur accès à un partenaire sexuel, d'une résistance à une maladie, etc. Nous allons illustrer ce concept à partir d'un exemple connu qui est celui des pinsons des Galapagos. Ces pinsons ont été très étudiés au cours des années 70 et on a remarqué qu'avant 1976, il y avait deux populations de pinsons dominantes qui appartenaient à la même espèce, aux Galapagos, et qui différaient par la taille de leur bec. La première population possédait un gros bec et on va supposer que ce gros bec est codé uniquement par un allèle, l'allèle gros bec, et la deuxième population possédait par contre un petit bec et on supposera que ce petit bec est codé par un allèle petit bec. Il y avait sur l'île plusieurs types de graines, des grosses graines coriaces qui étaient préférentiellement mangées par les pinsons à gros bec et des petites graines plutôt molles qui étaient préférentiellement mangées par des pinsons à petit bec. En 1976, un épisode de sécheresse assez important a sévi et on a remarqué, suite à cet épisode de sécheresse, une abondance prépondérante des grosses graines coriaces, ce qui limitait certainement la perte en eau de ces graines. Suite à cela, on a remarqué que la structure des populations de pinsons avait changé. Les pinsons à gros bec étaient prédominants par rapport aux pinsons à petit bec. Il y a donc eu une augmentation de la taille du bec aux générations suivantes. Cela s'explique par une meilleure survie des individus à gros bec qui, se nourrissant plus facilement parce qu'ils avaient plus de facilité pour décortiquer les grosses graines, et bien se portaient mieux, donc se reproduisaient plus, et ont donc plus transmis leur allèle gros bec. Ainsi, l'allèle gros bec s'est répandu dans la population. Si on représente cette évolution des allèles sur un graphique, donc le graphique des fréquences des allèles grand G pour gros bec et petit g pour petit bec au cours du temps, avec les fréquences en ordonnée et le temps noté ici en génération en abscisse, on remarque qu'on a une courbe en double inverse, à savoir que l'allèle grand G, donc gros bec, s'est progressivement répandu dans la population de pinsons à partir de l'année 1976, donc est devenu prépondérant, sa fréquence a augmenté et atteint presque 100%, à la différence de l'allèle petit bec, qui lui est devenu de plus en plus rare dans les populations de pinsons parce qu'il était tout simplement moins transmis, car les pinsons porteurs de cet allèle se reproduisaient moins.
Parlons maintenant de la deuxième force évolutive qui est la dérive génétique. On utilise ce terme de dérive pour illustrer l'évolution au hasard des fréquences alléliques. La dérive génétique concerne à la fois les allèles neutres, c'est-à-dire les allèles qui ne sont pas soumis à sélection naturelle, mais également les allèles qui sont soumis à sélection naturelle, c'est-à-dire les allèles avantageux ou désavantageux selon l'environnement considéré. La dérive génétique, donc le hasard, repose sur différents phénomènes. Lors de la reproduction, la dérive génétique intervient lors de la fécondation, lorsque deux gamètes parmi des millions vont s'unir au hasard. Ces gamètes sont formés au cours de la méiose et les chromosomes qu'ils portent ont subi les brassages intra- et interchromosomiques. Ils possèdent donc une combinaison originale d'allèles. C'est-à-dire qu'un gamète particulier n'aura pas du tout la même composition allélique qu'un autre gamète, formé par le même individu, au cours du même événement de méiose. Ainsi, dans le cas de la dérive génétique, si on représente les graphiques de l'évolution des fréquences alléliques au cours du temps, dans deux populations différentes, une population de 10 individus à gauche et de 100 individus à droite, eh bien on se rend compte que ces fréquences alléliques varient de façon aléatoire et erratique au cours du temps. On remarque aussi que plus la taille de la population est petite, donc dans le cas de la population de 10 individus, et plus la fréquence des allèles varie rapidement. Ainsi, dans la population de 10 individus, on remarque qu'au bout d'environ 7 à 10 générations, certains allèles ont atteint une fréquence de 0, c'est-à-dire qu'ils ont disparu de la population, alors que d'autres allèles ont atteint une fréquence de 100%, donc ils sont représentés chez tous les individus de la population, et ce très rapidement. À la différence du cas de la population de 100 individus, où là on voit qu'il faut attendre 40 générations pour que certains allèles aient complètement disparu, ou au contraire soient portés par tous les individus de la population. La dérive génétique repose sur d'autres effets également liés au hasard. Il peut s'agir d'une crise biologique qui va anéantir de nombreux individus, voire même causer l'extinction d'une espèce entière, ou d'une catastrophe naturelle dans une moindre mesure. Il peut s'agir également de l'isolement d'une sous-population à partir d'une population d'origine. C'est ce que l'on appelle l'effet de fondation. Nous allons représenter cet effet de fondation de façon schématique. Considérons une population d'origine qui est porteuse d'une grande diversité allélique, chaque allèle étant représenté par une couleur. Si à partir de cette population d'origine, une petite population vient à migrer ou à être isolée de la population d'origine, cette petite population n'emporte avec elle qu'une partie des allèles de la population initiale. Les individus issus de cette petite population, se reproduisant uniquement entre eux, vont transmettre leurs allèles aux générations suivantes et à terme on obtient une nouvelle population dont la diversité allélique a été réduite car elle est composée uniquement d'une fraction de la diversité allélique de la population d'origine. Un exemple typique d'effet de fondation, c'est l'isolement des moustiques au sein du métro londonien, donc après la construction du métro. Une sous-population des moustiques qui vivaient initialement à l'air libre s'est retrouvée enfermée dans les couloirs du métro et se reproduit strictement entre elles. Si bien qu'aujourd'hui on observe une différence génétique assez prononcée entre la population qui vit dans les couloirs du métro, donc la population souterraine, et la population aérienne. En rajoutant à cela le fait que les deux populations vivent dans des environnements complètement différents, les moustiques du métro de Londres sont notamment soumis à un éclairage artificiel, se nourrissent essentiellement du sang de mammifères, donc gras et humains, alors que les moustiques aériens, eux, se nourrissent plutôt de sang d'oiseaux, et bien on est en train actuellement d'observer une telle divergence génétique que les deux populations sont en train de devenir deux espèces complètement différentes. Ceci nous amène à traiter maintenant de la notion d'espèce et des mécanismes de spéciation. Il faut savoir que définir une espèce est une chose assez délicate, mais les scientifiques se sont mis d'accord pour établir une définition consensuelle. Deux individus appartiennent à la même espèce s'ils peuvent se reproduire entre eux et leur descendance est fertile. C'est la définition biologique qui a été donnée par Ensmer en 1942. Et s'ils sont suffisamment génétiquement proches et échangent encore des gènes. Donc ils peuvent se reproduire et se transmettre des gènes entre eux. C'est la définition génétique de l'espèce. D'une manière générale, la formation de nouvelles espèces, donc la spéciation, repose sur la mise en place d'un isolement reproducteur, qu'il soit géographique, comportemental, temporel, etc. Prenons le cas de la spéciation des pouilleaux verdâtres autour du plateau du Tibet. Des études menées sur différentes sous-espèces de pouilleaux qui se répartissaient autour du plateau du Tibet ont montré que toutes provenaient d'une espèce ancestrale. Cette espèce ancestrale se caractérisait par un chant particulier. Or, le chant chez les oiseaux intervient notamment dans la reconnaissance des partenaires sexuels et fait l'objet d'un apprentissage par les jeunes. Une femelle aura tendance à plus se reproduire avec les individus qui possèdent le chant de ses pères
ou de ses frères. Quoi qu'il en soit, des études ont montré que certains individus de cette espèce ancestrale avaient commencé à migrer de part et d'autre du plateau du Tibet, soit vers l'est, soit vers l'ouest, et progressivement, cette migration a entraîné l'apparition de chants légèrement différents, et donc l'apprentissage de chants différents, se caractérisant par des notes différentes, des fréquences différentes, un rythme différent également. Ces individus se reproduisant préférentiellement entre eux ont commencé à former des sous-espèces, mais ces sous-espèces étaient encore interfécondes tant qu'elles restaient dans la même aire de répartition géographique. Un fait marquant est que lorsque les deux sous-espèces 5 et 6, donc issues du processus de migration de part et d'autre du plateau du Tibet, se sont retrouvées à l'extrémité nord du plateau, eh bien on a remarqué que ces deux sous-espèces étaient incapables de se reconnaître à tel point que leurs champs étaient devenus différents et de plus elles avaient divergé génétiquement, le flux de gènes ayant été interrompu de par la barrière géographique que représentait ce plateau. L'hybridation est donc actuellement impossible entre la sous-espèce 5 et la sous-espèce 6 de Puyo. L'isolement est à la fois génétique, comportemental et résulte surtout d'un isolement géographique initial, c'est-à-dire une barrière géographique qui empêche les deux populations de se reproduire et donc de maintenir un flux de gènes constant entre les deux. Quelles sont les idées importantes à retenir de ce cours ? Vous avez vu dans les chapitres précédents qu'il existe des mécanismes qui créent de la diversité génétique, des mutations, des transferts de gènes et également de la diversité comportementale. Toute cette diversité est soumise à deux grandes forces évolutives, la dérive génétique d'une part, donc le hasard, et la sélection naturelle d'autre part. Il y a donc une transmission différente des allèles qui sont portés par un individu à la génération suivante. Cette transmission peut se faire au hasard sous l'effet de la dérive ou alors sous l'effet d'une pression de sélection. Ça va être un environnement particulier, le choix de la femelle pour un partenaire qui sera porteur d'un caractère avantageux par exemple, c'est la sélection naturelle. Les conséquences génétiques de cela sont les variations des fréquences alléliques au cours des générations et donc sur une longue échelle de temps, l'évolution des populations. Si en plus un isolement reproducteur se met en place entre deux populations, parlons par exemple de l'exemple de l'isolement géographique, eh bien on observe que des mécanismes de diversification du vivant, de sélection naturelle et de dérive génétique vont jouer différemment sur chacune des deux populations isolées. Ces deux populations n'échangeant plus de gènes, on aboutit progressivement à un processus de spéciation, donc de formation de deux espèces différentes, mais ceci à l'échelle de plusieurs milliers ou millions d'années.